Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être encore avec nous dans le programme du soir sur New World Info, le décryptage de l'actualité. Pour commencer ce programme, nous allons évoquer donc ces tensions montantes entre l'Iran et les États-Unis après la mort du général Soleimani. Nous en parlons avec Mamadou Diouf qui est déjà en studio avec nous. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Le président des États-Unis, Donald Trump, a menacé dimanche l'Iran de représailles majeures et l'Irak de sanctions après un vote au Parlement réclamant l'expulsion des troupes américaines de ce pays depuis la mort dans un raid américain vendredi à Bagdad du puissant général iranien Qassem Soleimani. Le monde entier redoute une escalade, voire une véritable déflagration depuis l'avion présidentiel Air Force One qui le ramenait à Washington après 2 semaines de vacances en Floride. Le locataire de la Maison Blanche n'a rien fait pour apaiser les inquiétudes. Interrogé sur l'attitude de Téhéran qui crie vengeance et promet une riposte militaire, il a opté pour un ton très dur. S'ils font quoi que ce soit, il y aura des représailles. Mamadou Diouf, qui est exactement le général Soleimani dont la mort a jeté le feu, la poudre sur le feu? Le général Soleimani est à la limite le 3e personnage au niveau de l'Iran, puisque les sondages et les analystes disent qu'il est même beaucoup plus populaire que le président actuel. Après le guide suprême, quand on teste les Iraniens, c'est lui qui vient immédiatement. Ça se voit déjà à travers la façon dont les foules, de façon générale, chiites, parce qu'on l'a vu en Irak, puisque c'est là-bas que ça a commencé, on l'a vu en Iran également, comment les gens se sont mobilisés pour son enterrement. Le deuxième élément, c'est un militaire qui était à la limite l'homme clé de l'Iran au niveau de tout cet espace du Moyen-Orient. Quand le Hezbollah était en guerre contre Israël, il était allé pour appuyer le Hezbollah d'un point de vue stratégique. En Syrie, c'est quelqu'un qui était là-bas également avec les forces qui étaient présentes, surtout ceux qu'on appelle les gardiens de la révolution, en plus de l'armée iranienne. En Irak, c'est la même chose. Vous avez des mouvements là-bas qui sont pro-iraniens et quand il était allé en Irak, certainement, ça rentrait dans ce cadre-là parce qu'il ne faut pas qu'on oublie que l'Irak était dans des manifestations, une contestation extrêmement forte qui avait déjà fait des centaines de morts. L'Iran même sortait d'une contestation également interne qu'on est en train d'oublier complètement à cause de la mort du général. Donc voilà quelqu'un que les Iraniens considèrent comme un combattant de tous les temps. Et c'est pourquoi, quand il est tombé, on a considéré que c'est véritablement l'exemple type du martyr, d'autant plus qu'il a été tué par l'ennemi de toujours. Le grand Satan, comme disait l'imam Khomeini à l'époque. Et on a vu dans les manifestations, il y avait toujours ce cri mort à l'Amérique, qui est un slogan qu'on connaît parfaitement bien en Iran. Alors, et pourquoi ce général était-il une cible pour Washington? Il était une cible puisque, comme j'ai dit tantôt, il est intervenu en Syrie. Quand le Hezbollah faisait la guerre contre Israël, il était là-bas. Tout le monde sait qu'en Syrie, il n'était pas du côté des États-Unis, il était plutôt du côté du président Assad, avec l'Iran et la Russie. Au niveau de la bataille contre Israël, tout le monde connaît la façon dont les États-Unis soutiennent Israël. S'il vient se mettre du côté du Hezbollah, parce qu'il faut se rappeler qu'Israël n'a pas pu vaincre le Hezbollah lors de cette guerre au niveau du Liban. Et ça avait vraiment posé problème. Les gens se disaient, mais le Hezbollah, ce n'est pas un État, c'est un mouvement. À la limite, comment un tel mouvement peut tenir tête à l'armée israélienne avec tout ce qu'on sait que les États-Unis ont mis à leur disposition comme matériel de guerre? Ce qui se cachait derrière, c'est qu'il y avait ce général qui était là, qui participait à cette guerre d'une façon ou d'une autre. Vous avez l'Irak qui est là. C'est vrai qu'avec Saddam Hussein, pendant longtemps, l'Irak a été dirigé par des sunnites, mais en Irak, les chiites sont majoritaires. Ça se voit aujourd'hui à travers la façon dont les gens réagissent par rapport à la mort de ce général qui est également un chiite. Ça a réveillé ce sentiment d'appartenance où on n'a pas dit que c'est un général iranien. Il n'est pas irakien, mais il se retrouve dans la même obédience sur le plan religieux. Et ça fait que ce général dérangeait particulièrement les Américains. Bon, ils sont même allés plus loin en parlant de légitime défense. Il fallait qu'on le voie au moins avec une arme pointée sur la tête de quelqu'un pour qu'on puisse parler de légitime défense. Ils disent qu'il était en train de préparer un attentat contre éventuellement des Américains. Mais moi, quand les Américains parlent, je n'y crois plus
depuis la guerre contre l'Irak parce que j'attends encore les armes de destruction massive qui sont à l'origine de tout ce qui se passe dans cette sous-région jusqu'à aujourd'hui. J'oublierai jamais ce Colin Powell au niveau des Nations Unies avec ses photos satellites et tout le reste des larmes que les gens ont versées pour montrer la dangerosité de cet Irak que eux-mêmes avaient armé contre l'Iran du temps de Saddam Hussein pour une guerre qui a duré pratiquement 9 ans. Et voilà aujourd'hui que c'est eux qui se retournent également contre l'Irak. Alors, les prédécesseurs de Donald Trump avaient toujours placé le général Soleimani sous surveillance. Pendant longtemps, il s'est dit qu'il a été en ligne de mire, mais aucun n'a jamais osé ordonner qu'on tire sur lui. Pourquoi Donald Trump a-t-il pris ce risque? Donc, on est Trump avec son unilatéralisme. On dit que présentement, autour de Donald Trump, il n'y a aucun conseiller véritable. Parce que, autant à l'intérieur de son pays que sur le plan international, c'est quelqu'un qui a tendance à agir seul. Alors que les autres, avant de faire ce genre de choses, demandaient aux militaires. Voilà un individu qui est là, qui nous pose problème par rapport à Israël, qui nous pose problème par rapport à tel pays. Supprimer cette personne, oui, ça rentre dans le cadre des stratégies, mais quelles conséquences? Et quand vous posez la question quelles conséquences, on vous dit voilà ce qui peut être les conséquences. Vous posez le pour et le contre. Et cela a fait qu'effectivement, les autres présidents américains, malgré qu'on le surveillait, parce qu'on savait comment il pouvait être potentiellement dangereux pour les Américains, personne n'était allé jusqu'à prendre une telle décision. Mais Trump, qu'il nous amène une guerre, ça ne surprend personne. C'est curieux, même les gens attendaient une guerre créée par Trump depuis fort longtemps, dès qu'il est arrivé avec un certain nombre de déclarations qu'il a eu à faire, particulièrement contre l'Iran. Beaucoup de gens s'attendaient à ce que la guerre intervienne beaucoup plus tôt. Mais il l'a fait aujourd'hui. Tous les analystes disent que c'était une erreur parce qu'il n'y avait pas réellement objet, surtout pas dans le contexte actuel, de vouloir s'en prendre à un tel général parce que si les États-Unis veulent affaiblir l'Iran, on peut voir le résultat aujourd'hui, là où les gens manifestaient contre le pouvoir en place. Si vous voyez les foules qui sont sorties pour suivre ce général et qui sont prêts et qui crient vengeance, il a ressoudé l'Iran, il a créé une sorte de sursaut au niveau de l'Iran, alors qu'en Iran, de façon générale, à chaque fois qu'on dit combat contre les Américains, vous mobilisez tout le monde. Alors, en même temps, la réaction qu'affiche l'Iran face à l'assassinat, à la mort du général Soleimani, est-ce qu'elle n'est pas un peu disproportionnée? Elle n'est pas disproportionnée parce qu'il faut se rappeler qu'on est dans une période de tension déjà entre l'Iran et les États-Unis. Rappelez-vous le navire iranien qui avait été pris, le drone américain qui avait été abattu. On est déjà dans une période de tension entre les États-Unis et l'Iran. L'Iran disait même que, puisque les Américains ne veulent pas enlever les sanctions et un certain nombre de choses, ils avaient recommencé l'enrichissement de l'uranium, etc. Donc il y avait déjà une tension qui était là, et cet assassinat vient pratiquement mettre de l'huile dans le feu. Et c'est pourquoi, au niveau de l'Iran également, d'habitude, à chaque fois que c'est avec les Américains, les réactions ont toujours été des réactions fortes. En tout cas, l'Iran est le pays qui a le plus tenu tête à ces Américains. À chaque fois que le président américain fait une déclaration, vous avez la réponse immédiate du président iranien et la réponse est à la hauteur de la déclaration des Américains. Et c'est exactement ce qu'on voit. Ils ont été très clairs, il y aura vengeance. Mais l'Iran a agi plusieurs fois contre les Américains, j'allais dire en sous-traitant ce qui va être fait. Les Chebabs ont tué des Américains au niveau du Kenya. Les gens se posent la question, est-ce que l'Iran n'a pas déjà commencé à sous-traiter cette affaire avec d'autres qui ont également une dent contre les Américains? Parce que quand on parle des Chebabs, ce que les gens oublient, les Américains étaient en Somalie. Ils ont quitté avec l'opération Restore Hope et ils ont participé au désordre qui existe actuellement en Somalie, qu'ils n'ont pas réglé, tout comme ils n'ont pas réglé l'Afghanistan, tout comme ils n'ont pas réglé l'Irak. Parce qu'il ne faut pas qu'on l'oublie, ils avaient quitté l'Irak en disant que le problème est réglé. Quand l'État islamique s'est mis en place, ils sont revenus. Aujourd'hui, je ne sais pas jusqu'où ça va aller. Si le Parlement irakien, le gouvernement irakien vont jusqu'au bout et qu'ils demandent aux Américains de quitter l'Irak, mais ça veut dire que tout ce qu'ils ont fait dans ce pays, ça a servi à quoi?
Parce qu'ils se retrouveront complètement rejetés par ceux qu'ils étaient censés venir protéger ou bien aider à lutter contre l'État islamique en particulier. Alors, on sait que traditionnellement, entre l'Iran et l'Irak, ce n'est pas véritablement le grand amour, mais la mort du général Soleimani a contribué quelque peu à rapprocher ces deux pays frères et ennemis. Tout à fait. D'un point de vue stratégique, c'est un peu ça le paradoxe. Non seulement ça a rapproché les deux pays, mais vous avez deux pays qui avaient des problèmes internes. Dans les manifestations en Irak, il y avait certains qui manifestaient contre l'Iran en disant que depuis la guerre, depuis la chute de Saddam Hussein, l'Iran a de plus en plus d'influence sur l'Irak. Alors que une des raisons de la guerre, c'était ça. Les Américains ont toujours voulu tout faire pour que le schisme qui est en Iran soit séparé du schisme qui se trouve en Irak, bien que c'est le même schisme, parce que même les Iraniens vont faire des pèlerinages au niveau de l'Irak parce qu'ils ont des sites à caractère religieux qui se trouvent là-bas où certains de leurs guides religieux ont été enterrés. Mais pendant que les Irakiens commençaient à se plaindre de l'influence trop forte de l'Iran sur leur pays, on donne aujourd'hui l'occasion à l'Iran d'avoir pratiquement carte blanche par rapport à l'Irak, alors que l'enjeu est énorme. Parce que le pétrole iranien plus le pétrole irakien sur l'échiquier mondial, ça pèse extrêmement lourd. Et c'est pourquoi les Américains ont voulu tout faire à chaque fois pour limiter l'influence de l'Iran à l'Iran seul. Ce que les gens oublient, c'est que ce n'est pas en Irak seulement qu'il y a des chiites. Même en Arabie Saoudite, qu'on considère comme un pays totalement sunnite, ce qui n'est pas la réalité, il y a des chiites. Dans les autres États du Golfe, il y a également des chiites. On a toujours voulu endiguer l'Iran parce que dans certains États du Golfe qu'on considère à tort comme des États sunnites, quand vous prenez la population, la majorité de la population est chiite. C'est un peu ce qui s'est passé en Irak. Il se trouve que simplement, ceux qui sont au pouvoir, ce sont les sunnites. Et parfois, il y a eu des soulèvements dans ces pays qui ont été matés. Et derrière tous ces soulèvements, on a toujours accusé l'Iran de vouloir déstabiliser ces pays pour mettre les chiites au pouvoir. Alors, ceux qui parlent aujourd'hui de l'imminence d'une guerre entre les deux pays, est-ce qu'il faut redouter cela? On peut le redouter plutôt, puisque les déclarations, en tout cas, vont vers la guerre. Puisque les Américains disent qu'ils ont identifié 52 sites. Vous avez le chef du Hezbollah au Liban qui dit que les soldats américains sont venus de façon verticale, c'est-à-dire debout. Ils vont rentrer chez eux de façon horizontale, c'est-à-dire couchés. Quand on voit les déclarations, il y a effectivement de quoi craindre qu'il y ait une guerre. Mais quand on regarde les réactions de la communauté internationale, il faut certes dénoncer, parce qu'un autre pays l'aurait fait, on aurait dénoncé. On n'a pas convoqué le Conseil de sécurité des Nations Unies. Si vous regardez les pays qui ont réagi, aucun pays n'a condamné ce que les États-Unis ont fait, alors que ce n'est rien d'autre que du terrorisme d'État. Il ne faut pas jouer sur les mots, mais ils se mettent plutôt dans la position de l'apaisement en voyant tout ce que cela peut avoir comme conséquence, surtout sur le pétrole. Le détroit d'Ormuz est là. Il suffit que l'Iran bloque ce détroit d'Ormuz. On va se retrouver avec un problème extraordinaire par rapport au pétrole. Cela a été fait à un certain moment. Les prix du pétrole, le baril a dépassé les $100 et partait vers les $200. Nous, on avait vu les conséquences, bien qu'on n'était pas concernés par cette guerre. Et ces pays regardent cet enjeu, ces pays regardent cette zone qui n'est déjà pas stable, ces pays regardent l'État islamique qui est là, dans la zone, et qui va se mouvoir de façon extraordinaire s'il y a de la déstabilisation dans la zone. Les gens s'attendent même à des alliances contre nature, État islamique, sunnite comme chiite, contre les Américains, parce que tous ces gens-là sont contre les Américains. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. On va marquer tout de suite la pause. Et juste après, on reçoit l'invité de ce lundi.